Tout le monde m'entend? C'est bon? Parfait, on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être là. Écoutez, je suis vraiment ravie que vous soyez tous venus ce soir. Il faut savoir qu'on fait, ça faisait depuis un moment que chez Indigo, on n'avait pas fait d'événement. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce qu'en fait, dans nos grosses convictions et dans les valeurs de l'école Indigo, il y a vraiment le sens de la communauté et du partage. Et donc du coup, pouvoir se réunir en présentiel tous ensemble ce soir, c'est vraiment ce que symbolise cette école et ce qu'on a envie de donner à cette école. Donc, avant de donner la parole à nos intervenants et à Patrick et de parler de numérique responsable, j'aimerais vous dire deux mots sur Maria Schools et en particulier sur l'école Indigo. Donc pourquoi on a décidé de monter Indigo ? En fait, il y a un peu plus d'un an, j'ai rejoint Annabelle et Agnès en leur disant que j'avais envie de monter cette école de la RSE et de passer à l'action. Et j'avais envie de passer à l'action avec trois convictions très fortes. La première, c'était de me dire que j'avais envie de passer à l'action mais de façon optimiste. C'est-à-dire que j'avais eu ma claque environnementale, j'avais compris qu'il y avait un défi, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose tourné vers l'optimisme, vers l'action, et pas seulement d'être déprimée et de me dire que je ne savais pas quoi faire. Donc voilà, il fallait absolument que Indigo reflète ce sentiment-là. Deuxième conviction très importante, c'est que je voulais que ça reflète en fait le quotidien professionnel des collaborateurs et des personnes que je rencontrais. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, quand on parle à des responsables RSE ou des responsables du développement durable dans des entreprises, c'est des personnes qui sont déjà extrêmement valables, mais tout seuls, franchement, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas et il faut absolument en fait que la responsabilité, ça se diffuse dans toutes les directions de l'entreprise et que chaque collaborateur comprenne comment il peut intégrer dans son métier la responsabilité. Et c'était donc ça la deuxième grande conviction qu'on avait avec Indigo, c'était permettre à chaque métier d'intégrer la responsabilité dans son quotidien professionnel. Et la troisième chose, je vous en ai parlé au tout début, c'est l'esprit de communauté. C'est de se dire qu'aujourd'hui, la responsabilité et la durabilité, c'est assez neuf. On ne sait pas forcément comment s'y prendre, on n'a pas des solutions à tout, et qu'il faut absolument qu'on puisse échanger entre nous. Et donc ce soir, en fait, évidemment, l'objectif, c'est d'entendre nos invités parler de numérique responsable, mais je dirais que encore plus que ça, c'est qu'après cet événement, on puisse échanger entre nous et se donner des bons conseils, des bonnes pratiques, et qu'en fait, peut-être qu'on garde notre contact et qu'on se dise, bah voilà, j'ai pensé à toi sur tel sujet, et qu'on puisse se dire, se donner des pratiques, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir changer les choses dans notre quotidien, dans notre métier et dans la vie des entreprises. Voilà, c'était les trois grandes choses hyper importantes que je vais vous transmettre sur Indigo. Et pour parler maintenant de la formation numérique responsable que j'ai co-construite avec Patrick et de notre événement, je vais lui laisser la parole. Juste un petit mot sur ma rencontre avec Patrick. C'est que Patrick, j'ai rencontré parce qu'il a fait la promo 1 de pilote de la transition climat. C'était un des élèves les plus assidus et on ne s'est pas perdu de vue parce qu'on partage cette grande conviction que les métiers doivent changer et qu'en fait, nous, on a ce parti pris fort qu'il faut que ça change, qu'on n'a plus le choix, et donc du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de co-construire cette formation ensemble. Voilà, je te laisse la parole, Patrick. Merci Marine. Bonsoir à tous. Donc Patrick Valentin, moi j'ai un passé de DSI dans un grand groupe, notamment chez Sodexo, où pendant de longues années j'étais en charge de la DSI de deux activités du groupe Sodexo, avec aucune conscience d'ailleurs de numérique responsable, je dois le dire. Et depuis 3 ans maintenant, en fait, je fais du conseil, je me suis mis à mon compte, j'accompagne des organisations, des dirigeants dans tous leurs enjeux justement de technologie. Et mon objectif à moi, c'est de réconcilier la stratégie d'entreprise et la stratégie de l'IT, de faire en sorte que les deux se parlent bien, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs le cas. Et en fait, pourquoi aujourd'hui le numérique responsable ? Parce qu'effectivement, comme tu l'as mentionné, j'ai fait partie de cette première promo et la claque, moi je l'ai eue il n'y a pas très longtemps en fait. J'ai pris conscience de l'impact des changements climatiques et l'impact que ça pouvait avoir, notamment aussi par le biais du numérique, à l'automne dernier. Et en fait, suite à la formation, je me suis dit, bon, moi dans mon métier, en tant que consultant, j'aide les DSI, les DG sur leur stratégie IT, mais comment je peux intégrer au quotidien le numérique responsable pour m'assurer quelque part que je véhicule moi-même cette problématique et cet enjeu et que j'aide du coup mes clients
à mieux intégrer cet enjeu dans leur choix et leur priorisation. Et donc j'ai commencé à gratter un petit peu, donc je suis allé au Green Tech Forum, etc. Bon. Et puis en fait, je trouvais qu'en fait, l'écosystème était très large, très diffus, qu'il y avait beaucoup de choses. Et j'ai appelé Marine en disant, Marine, il faut qu'on fasse un truc parce qu'il existe de la formation, notamment à travers la fresque du numérique. C'est une première chose, c'est une brique, mais après, on est un petit peu perdu. Et je me mets à la place des DSI ou des acteurs du digital en disant, comment je fais pour démarrer? Et c'est là où on s'est rejoint avec Marine, c'est que l'objectif pour nous, c'est de donner les clés pour rapidement passer à l'action et pas attendre le super bilan carbone que personne ne contestera, parce que dans le numérique c'est compliqué. Et donc, comment passer à l'action? On a construit cette formation à destination plutôt de managers, de gens en responsabilité sur le digital, la data et les SI, de façon générale, pour les aider à d'abord avoir cette claque en accéléré, prendre conscience, comprendre les enjeux du numérique dans l'ensemble de cet enjeu de changement climatique et des impacts. Ensuite, identifier clairement quelles sont les méthodes qui sont à disposition aujourd'hui, notamment des DSI, pour calculer les impacts, donc le bilan carbone, la méthode. Puis avoir une liste très exhaustive de ce qu'on peut faire pour limiter son impact. Et enfin, et c'est le plus important, s'ouvrir aussi à la dimension plutôt accessibilité, produits responsables, et aussi favoriser en fait un changement de posture pour ces acteurs-là dans l'entreprise et faire en sorte qu'ils deviennent des acteurs, plus que des contributeurs, des acteurs de ces enjeux. Voilà ce que je peux dire pour la formation. Et puis donc ravi d'avoir construit ça avec toi. Donc ça démarrera en septembre, on communiquera là-dessus. Et voilà. Et maintenant, on va laisser la parole à nos 3 invités. Je vous laisse vous installer. Et Gaëlle, je te laisse faire les présentations. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Hop. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais avoir le plaisir de faire l'interview de nos 2 invités ce soir. Donc, grosso modo, ce que Patrick a vécu, je l'ai vécu il y a juste 2 ans maintenant, en fonction de CTO, prise de conscience, etc. Et ce qui m'a amené à m'investir un peu dans la fresque du numérique, puisque je suis au conseil d'administration maintenant. Donc je vois le bon des petits. Et aussi à démarrer un podcast qui s'appelle Green.io. Voilà. Donc il paraît que maintenant je fais des interviews, et c'est pour ça que je suis avec mes 2 invités ce soir, parce que vous n'allez pas trop m'entendre. C'est bien eux qui vont parler pour échanger sur le numérique responsable. Donc bienvenue Ludovic. Merci. Bienvenue Émilie. Et peut-être juste en un mot vous présenter. Allez, honneur aux dames. J'ai fait Amstramgram dans ma tête. Enchantée tout le monde, je suis Émilie Proyard. J'ai fondé Sustainably, qui est en fait une société de conseil qui accompagne les CTO, les DSI, les responsables digitaux dans leur transformation numérique responsable. Je travaille aussi sur des sujets de communication responsable et de transformation des business models. Hybridation, transformation des business models pour un monde plus durable, et on a du pain sur la planche. Comment je fais ça? En fait, je me suis formée en 10 mois avec un autre organisme de formation qui s'appelle Ecolearn, spécifiquement sur la direction du développement durable. C'est un master en direction du développement durable. J'ai des petits collègues parmi la promo que je salue, qui sont venus me voir. Et j'ai accompagné des startups à impact en numérique responsable, notamment une startup qui s'appelle Frugger et qui mesure l'empreinte des services numériques. Qui fait ça aussi avec tout un tas de leviers d'action. Je me suis formée en accéléré. En 10 mois. Voilà, Chapeau bas, quand même. Exactement. Et Ludovic, tu veux nous partager un peu ton parcours? Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis chimiste de formation. J'ai travaillé chez Eramet, je travaille toujours chez Eramet, qui est une entreprise minière et métallurgique, où j'ai eu plusieurs postes, dont le dernier qui était directeur de la transformation digitale, que j'ai occupé pendant 5 ans. Et là, maintenant, je m'occupe d'un projet d'extraction de lithium en Alsace pour justement tous les sujets de transition énergétique, ce qui n'empêche pas de se poser la question de l'accès à la ressource, l'usage de la ressource. Et c'est des questions dont on s'est de plus en plus posé la question avec mon équipe au fil du temps où on avançait dans la transformation digitale.
Et voilà, donc on s'est beaucoup formé. Je travaille aussi, je suis co-leader d'un groupe de travail de la French Tech Corporate Community qui regroupe les 80, on est même plus maintenant, 120 entreprises françaises, donc en gros CAC 40, SBF 120, avec les DSI et responsables numériques qui réfléchissent sur différents sujets, dont un qui est Green IT et IT for Green, et donc l'impact du numérique sur tous les sujets environnementaux, positifs comme négatifs. Et une petite question que j'aime bien poser, moi, c'est qu'est-ce qui t'a amené sur les questions d'environnement ? Et plus largement d'ailleurs de responsabilité. Déjà, le fait que je travaille pour une boîte minière, c'est pas toujours évident de parler des sujets environnementaux, mais on a d'ailleurs avec les collègues beaucoup de réflexions sur ces sujets, qui est quel impact on laisse, parce qu'on sait qu'on est un secteur industriel, industrie primaire, qui peut avoir un impact fort sur, même pas que le CO2, mais plus globalement sur tous les sujets de biodiversité, environnementaux. Et donc comment est-ce qu'on fait collectivement, sachant qu'on a ces besoins en métaux pour tout ce qui nous entoure, pour être de plus en plus responsable. Et c'est comme ça que j'ai un peu tiré le fil de finalement quel impact on laisse à la fois sur le cœur de l'activité et aussi sur les usages digitaux. Donc j'agis. J'agis, exactement. Je reste et j'agis. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené sur ces Alors sujets? moi, comme C'est beaucoup 11 de mois. monde, alors c'est pas les 11 mois parce qu'il m'a Ça fallu va. un peu de temps pour D'accord. faire changer de braquet au niveau professionnel. J'ai travaillé dans la publicité digitale, donc on a ça en commun, les sujets digitaux avec Ludovic, et je fais aussi partie de la French Tech Corporate Community du chantier guidé par Ludovic. Mais ça date de la maternité. Donc mon premier enfant, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit mais qu'est-ce que je lui donne à manger, comment ça pousse, avec quoi. Et puis là, voilà, j'ai découvert ou redécouvert ce que je voulais pas voir. Et puis je me suis intéressée aux petits gestes du quotidien. Je me suis sentie assez seule, assez éco-anxieuse. Et donc j'ai découvert Time for the Planet qui est devenu Team for the Planet. Et là j'ai vu le mouvement collectif, je me suis dit je ne suis pas seule, il y a des super projets, ça va aller, ça laisse de l'espoir. Et puis après, dans mon métier, en fait, j'avais beaucoup de mal à accepter des publicités pour des SUV labellisés A, en termes de responsabilité environnementale, c'était juste complètement dissonant. Voilà, donc je commençais à faire un vrai refus d'obstacles, donc je me suis dit, il faut y aller, il faut aussi faire sa transition au niveau professionnel. Au niveau professionnel, voilà. d'accord. Et donc, est-ce que tu peux, parce que toi, là, c'est pas ton entreprise en tant que telle, donc ça serait très intéressant de voir le bilan du freelance, mais c'est facile à calculer quand même, généralement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un client et du contexte dans lequel ils te font intervenir sur des sujets de numérique durable ou responsable d'ailleurs, parce qu'on peut aller au-delà du numérique durable et englober des questions éthiques, sociétales, enfin, il peut y en avoir plusieurs. Oui, alors... je ne sais pas là dans l'ordre, c'est peut-être la responsabilité d'abord et la durabilité après, qui est un petit peu plus dur à atteindre que la responsabilité, je crois. Alors je peux vous donner l'exemple des casinos Joa, qui sont venus me voir pour entreprendre leur démarche numérique responsable. Donc les casinos dans le numérique, on se dit tiens, pourquoi il y a 33 sites, il y a des machines, elles sont digitales ces machines, et puis il y a 1000 collaborateurs qui sont équipés avec leur parc IT, d'ordinateurs et de téléphones. Et c'est une démarche vraiment volontaire du DSI, donc la démarche RSE est tout à fait embryonnaire. Il a lui-même contacté sa responsable RSE pour lui demander si elle pouvait lui trouver quelqu'un spécifique à ces sujets numériques responsables, et il engage pour l'instant seul cette démarche pour s'acculturer, se former, faire un premier bilan carbone qu'on va faire avec Winner, que tu connais sûrement, qui est un outil open source de l'INR, l'Institut du numérique responsable. Et voilà, je vais l'accompagner sur la lecture des résultats, les premiers leviers d'action, sur quoi il faut travailler en premier, et puis après potentiellement l'écriture de la feuille de route numérique responsable, et puis rejoindre après toute la stratégie RSE qui est en train de s'écrire. Donc là, on est sur une dynamique, c'est intéressant, une dynamique, un DSI un matin qui se dit j'ai un peu de levier d'influence, j'y vais, et par contre tout de suite le réflexe de travailler en collaboration avec la directrice RSE. Ok, d'accord. Et c'est pas tout à fait, j'imagine, la même histoire chez Eramet. Alors qu'est-ce qui vous a amené au numérique durable ? Au début de la transformation digitale, quand on a lancé la démarche, on était très orienté comment est-ce qu'on améliore notre productivité sur le terrain. Donc,
comment est-ce qu'on fait plus de tonnes, comment est-ce qu'on accompagne à mieux utiliser grâce à l'intelligence artificielle des fours pour faire de la métallurgie par exemple. Et on s'est aussi posé petit à petit quel impact, parce qu'on récupère énormément de données, alors c'est génial, on stocke les données, on peut revenir sur l'historique, par exemple on utilise des drones pour faire de la couverture topographique des mines, donc c'est super, ça donne une belle idée de à quoi ressemble la mine à l'instant T, et puis on peut stocker des données comme ça tous les jours, et des masses de données. Et on s'est dit c'est génial, ça nous permet d'optimiser notre présence sur le terrain, ça nous permet d'optimiser un certain nombre de choses, mais finalement quel coût ça a de stocker toute cette donnée, quel coût ça a de faire tout ça. Alors, on était d'abord guidé par le fait que sur une entreprise industrielle comme Eramet, on sent que l'usage du numérique peut permettre de diminuer un certain nombre d'impacts. Par exemple, ça évite d'avoir plein de camions qui tournent partout pour prendre des photos, pour récupérer des données. Donc, on peut faire des économies, mais on voulait le quantifier. Et donc comme ça, de fil en aiguille, on s'est dit il faut qu'on arrive à mieux quantifier et à introduire, et c'est ce qu'on a fait avec la French Tech Corporate Community, un espèce de, comme on a un business case, un environmental case qui permettent de définir un retour sur environnement quelque part, même si c'est un bien grand mot, et de quantifier l'impact que va avoir le numérique pour pas s'amuser à faire n'importe quoi, mais vraiment avoir un usage qui soit responsable du numérique et qui, si possible, permette de diminuer l'impact qu'on peut avoir dans l'industrie. Donc là, tu étais sur le volet très tech for good, en fait, c'est-à-dire je mobilise l'outil numérique simplement, contrairement à force de mobiliser l'outil numérique et de dire, tiens, ça peut nous permettre de faire gagner des points de croissance, oui, mais quel impact ça a, voilà. Et donc mesurer l'impact. C'est rare, parce que souvent, on fait du green for IT, et puis en fait, on oublie qu'il y a aussi le IT for green, et c'est assez rare d'avoir cette approche où dès le départ, on cherche... Alors c'est peut-être dû aussi au secteur, parce que quand on fait de la métallurgie, donc en fait on prend du minerai, donc de la terre, on chauffe à 1500 degrés, et on le convertit en alliage qui sert ensuite, ou qui peut rentrer aussi dans la composition des batteries, dans l'acier inox, etc. Donc ça a forcément un impact. Et donc si on arrive à diminuer de quelques points et qu'on utilise de l'intelligence artificielle par exemple pour optimiser le travail des métallurgistes, on peut diminuer de 2-3 points de consommation d'énergie les fours. On peut optimiser le mix énergétique aussi. Et donc on commence à toucher des questions d'impact qui peut être positif environnementalement parlant, et donc quel impact des algorithmes eux-mêmes, et c'est comme ça qu'on a tiré la pelote. Et c'est intéressant parce que moi souvent sur les questions numériques durables, j'aime bien poser 3 questions très simples, et si vous êtes OK, je vous poserai les 3 questions très simples qui sont sur un modèle de la Green Web Foundation, c'est consommation, intensité et direction. C'est-à-dire, si je veux faire du numérique durable, quelles sont les actions que je peux faire déjà pour réduire l'usage? Ai-je bien besoin de tout ça? Et j'aimerais beaucoup si vous pouviez partager chacun un exemple sur... on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin, donc on réduit déjà de base la consommation, l'intensité. Si j'en ai besoin, qu'est-ce que je fais pour réduire le fait que quoi que ce soit qu'on fasse sur de numérique, ça va consommer de l'énergie, ça va consommer de la matière, ça va consommer de l'eau. Et puis en fait, et paradoxalement, peut-être on va démarrer par cette 3e question, c'est souvent la question de la direction, mais tu la touches tout de suite. Et on a beaucoup d'accusations de greenwashing qui sont portées sur des démarches numériques durables ou green IT dans des structures dont c'est pas le cœur de métier de faire de l'IT, parce qu'on dit vous mettez en avant un sous-secteur et puis vous regardez pas coucou Aéroport de Paris ou autres qui ont pu se faire tacler là-dessus. Je rentre pas sur la légitimité ou pas du cas, mais l'IT et green c'est cool, mais il y a peut-être d'autres questions à vous poser. Et du coup au niveau, tu as commencé un peu à répondre à la question, donc je vais me tourner plus vers Émilie, mais sur la question de la direction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, tes clients, ils se posent cette question de « Ok, la tech, ça nous permet d'accélérer, mais d'accélérer vers où ?» Parce qu'on peut accélérer dans le mur aussi. Oui, effectivement. Il y a pas mal de notions que Ludovic a amenées, qui sont quand je fais du numérique, quel est mon impact? Parce que quelque part, c'est un transfert de matérialité. À partir du moment où je déplace ce que je fais avec mes mains ou avec une machine, que je dématérialise, donc que je dématérialise quelque chose de tangible, ou même ma pensée, en fait, il y a toujours une ressource qui n'est pas supprimée. Donc quand on réfléchit numérique de sens large, on se dit tiens, j'imprime plus de papier, donc c'est bon, en avant, on peut continuer comme ça. Non, en fait, il y a toujours une ressource qu'on n'a pas supprimée. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est cette question-là à se poser. Et parfois, on a des clients qui sont dans des injonctions contradictoires de
vas-y à fond sur ta transfo digitale. Je repense notamment à Sodexo qui a été l'un de mes clients, qui a conscience de plein de choses, qui est très avancé et qui se fait dire qu'il faut mettre en avant beaucoup le digital, la sortie du papier, parce que effectivement ça va être moins énergivore que le papier. Mais ça reste toujours à démontrer, c'est-à-dire qu'il faudra arriver à faire un bilan complet, une ACV, donc une analyse du cycle de vie du papier, une analyse du cycle de vie des produits numériques qu'on utilise en échange, pour voir réellement si oui, il y a un impact. Donc, parfois, on a ce sentiment que oui, c'est mieux de faire du numérique, mais on ne le sait pas totalement. Donc, ça reste à démontrer. Et donc, cette direction, elle n'est pas facile à prendre, parce que des fois, on a des a priori et qu'il faut les confirmer avant. Donc, c'est un peu tout l'enjeu pour moi derrière le numérique, c'est de se poser les bonnes questions. Cette immatérialité, elle est réelle. Ouais. Et les 15 000 caps de kilomètres, enfin les 15 000 kilomètres de caps sous-marins que voyage votre like, vous ne le voyez pas. Et ils sont là. Et oui, ils sont là. Sous pression, ils résistent. Ils sont bien là, et puis ils continuent d'en déployer aussi. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand le Kindle est sorti, il y a quelques rares personnes qui se sont posées la question est-ce que c'était vraiment si intéressant que ça, et la réponse est oui, en tout cas, ils avaient fait la CV aux États-Unis, et c'est oui, si vous lisez plus de 50 livres par an. Sinon, continuez à acheter des livres. Voilà. C'est bien le papier. Et alors, de ton côté, au niveau de cette accélération, choisir la bonne direction, pour toi aujourd'hui, tu penses que de manière générale, il y a une bonne convergence entre votre approche numérique durable et la stratégie RSE globale Eramet. Alors, on n'enregistre plus là. Oui, bien sûr. Non, mais alors, il y a le numérique. Je vous ai donné quelques exemples. Enfin, je peux vous en redonner un autre aussi où on a développé des algorithmes connectés à des images qu'on récupérait par drone pour monitorer la revégétalisation. Et donc avoir et objectiver concrètement. Une fois qu'on a, sur une partie de la mine, une fois qu'on a extrait, on revégétalise, on essaie de laisser le site, alors je ne vais pas dire en meilleur état, même si c'est l'objectif, mais au moins dans le même état, en replantant, voilà. Et donc le monitoring par le digital permet d'objectiver beaucoup mieux qu'auparavant, qu'on essaie de faire les choses le plus proprement possible. Après, il y a d'autres aspects du numérique qui tournent autour de la RSE, qui ne sont pas uniquement environnementaux, mais qui sont orientés développement économique. Autour des mines, on réfléchit beaucoup à ce qu'on va laisser après la mine, parce que c'est une partie, ça dure 20, 30 ans, 40 ans, mais après, on veut laisser une activité qui soit durable derrière. Et donc, que ce soit l'agritech, ou que ce soit la possibilité, grâce au numérique, d'aider des jeunes filles, des jeunes gens à développer une activité et à se connecter, en particulier dans les pays africains comme le Gabon, ou le Sénégal, où on est beaucoup présent, on peut y voir un intérêt positif pour aider les gens à développer leur activité et faire en sorte que nous, en tant que grande entreprise, on aide à lancer un certain nombre d'activités. Je ne poserai pas la question si c'est l'approche généralisée dans le monde minier, y compris des entreprises chinoises ou australiennes. Mais je ne la poserai pas. Peut-être qu'en Australie, un peu plus, en Chine, je ne sais pas. Ouais. Et alors, parce que je voudrais... Gaël, juste pour compléter, en fait, parce que j'avais une autre idée en parallèle, toujours en pensant à Sodexo et aussi à ce qu'on apprend dans nos études très récentes, et je rejoins Marine aussi, c'est très récent. On essaye tous d'y aller à fond, mais on apprend en marchant. Et en fait, souvent dans le numérique responsable, parfois on vient voir les grands groupes avec ce sujet en disant bon, il va falloir vous en occuper. Et ils nous répondent, mais en fait, c'est le reste à trouver, c'est sympa, mais vous vous rendez compte des choses que j'ai à tacler avant. L'industrie minière, avant de s'intéresser au numérique, et bravo de vous y intéresser. Donc, Aéroport de Paris, je ne sais aussi pas si c'est le bon exemple, mais quelque part, ils disent non, en fait, on a tellement de gros chantiers à aller tacler que le numérique, c'est secondaire vraiment dans notre impact, dans notre réduction. Si on doit engager des budgets de conseils, d'outils, etc., on va le faire venir après. C'est là le gros enjeu souvent quand on se confronte au numérique responsable, c'est que soit on a une activité de service principalement qui utilise du digital ou de commerce en ligne qui utilise du digital, et encore le commerce, le retail, ils ont aussi encore beaucoup de choses à tacler. Donc du coup, ils se disent non, en fait, je ne vais pas consacrer du temps à ça. Le champ d'action est tellement large, ça ne va pas être mon levier principal. Or, en termes de consommation d'énergie, ça peut aussi être
On est à peu près numérique, transport routier de marchandises, on est à peu près équivalence d'émissions de CO2. Et en fait, ce discours-là, tu pourrais l'avoir aussi sur une entreprise dont le cœur de métier n'est pas de la logistique et qui dirait voilà, renégocier mes contrats de transit ou mes contrats transporteurs pour les 4 pauvres trucs que je livre par an, c'est pas l'urgence. Et puis, petit ruisseau, grande rivière, mais oui, mais ça fait partie des 4%, et il n'y a rien au-dessus de 10%. Alors juste pour après pouvoir redonner la parole à la salle, moi j'avais 2 dernières questions, mais en mode juste partager un retour d'expérience, parce que vous pourriez en partager des dizaines. Est-ce que vous pourriez d'abord me partager une action de réduction, c'est-à-dire de dire on a vu qu'il n'y avait pas besoin de faire ça, ou on avait vu qu'il y avait moins besoin de faire ça, et donc on commence déjà par réduire la consommation. Moi, alors c'est sur les usages dont je te parlais tout à l'heure. Et c'est grâce au simulateur qu'on est en train de développer là, avec la French Tech Corporate Community qu'on a pu dissiper un peu le brouillard, parce que récupérer des données topographiques des mines, super, on stocke, et en fait le coût des drones, le coût de stockage, j'avais aucune idée il y a quelque temps de quel était l'impact. Donc j'étais complètement dans le flou. Et pouvoir commencer à objectiver, se dire ok, par rapport aux usages qu'on a finalement, ok, on va faire tourner le drone une fois par mois au lieu d'une fois par semaine, et puis on peut se garder 1 ou 2 archives de données par an au lieu de stocker toutes les données, parce que c'est des terras et des terras de données, toutes les semaines, parce qu'on est content de se dire c'est super, on a de la donnée mais qu'on n'utilisera jamais. Ça permet d'objectiver, de se dire de quoi a-t-on vraiment besoin pour piloter, pour archiver, versus le fait de se faire plaisir en récupérant masse de données. Parce qu'il y a quelques années, la transformation digitale, on disait c'est la data, et plus on a de data, plus on maîtrise bien. Donc c'était la course à récupérer le maximum de données et à la stocker. Qui est devenu de la dark data. Et alors vous avez réduit de combien à peu près On a réduit, en fait, on fait une tournée par mois à peu près, et donc on diminue par plus de 50% la quantité de données. Gros effort de consommation. Alors après, c'est pareil, c'est comme disait Émilie, ça peut être vu aussi comme l'épaisseur du trait par rapport à tous les autres sujets qu'on a à traiter, mais ça y participe. Ouais. C'est des gros traits. De toute façon, on pourrait faire un aller-retour vers la Lune avec notre data qui s'empile et qu'on ne voit pas encore une fois. Donc ça reste un sujet à tacler. Pour moi, le vrai sujet, et vous le savez déjà peut-être, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance dans la salle, mais 78% de l'empreinte des gaz à effet de serre émis par le numérique, elle est faite par la fabrication des terminaux. Donc s'il vous plaît, si vous avez quelque chose à entreprendre, c'est vos parcs IT, c'est leur seuil de renouvellement, à quelle fréquence vous renouvelez vos ordinateurs pour vos collaborateurs ou leur téléphone. En 85, on renouvelait un ordinateur tous les 10 ans. Maintenant, c'est tous les 3 ans. Un smartphone en France, moyenne d'âge, de renouvellement au bout de 23 mois. C'est des minerais qui sont extraits, c'est de l'eau, c'est de l'électricité. 10% de la consommation électrique mondiale. Et c'est des kilos et des kilos que vous portez sur votre dos que vous ne voyez pas, voire des tonnes. En termes d'eau, c'est 1,5 tonnes d'eau pour produire un ordinateur. Donc, la vraie question, elle est là dans le numérique. Pour moi, le premier sujet que vous avez à tacler, c'est celui-ci. Alors peut-être que vous n'avez pas beaucoup de collaborateurs, mais que vous utilisez beaucoup de data. Donc dans ce cas-là, ça va être celui de la data. Encore une fois, tout dépend de votre contexte, mais on peut se l'appliquer aussi au niveau perso. C'est quand même le vrai sujet. Et il y a des solutions pour aller vers le reconditionné, qui marche très bien, aller vers aussi tout ce qui est système de recyclage. Il y a des filières comme écologique. Écologique, c'est la même chose que Citeo pour les emballages. On va recycler les déchets des équipements électriques et électroniques, parce que rappelez-vous bien que votre téléphone ou votre ordinateur, il vient aussi avec plusieurs petits matériels autour, les prises qui vont bien, etc. Et tout ça, ça fait partie aussi des déchets. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à les récolter et à les recycler. Donc il y a des lois, la loi AGEC sur l'économie circulaire, sur la durabilité qui est là pour ça. Et tout ça est quand même un petit peu réglementé et il faut s'intéresser à ces parcs IT. Et j'ajouterais même que les collaborateurs ne sont pas du tout réfractaires à entendre ce discours-là. Ils ont compris, ils ne sont pas idiots. Ils ne vont pas vous demander le dernier Mac à la mode. Ils vont avoir compris ça. Après, les anciennes machines peuvent consommer aussi de l'électricité. Donc il convient d'aller retirer tous les logiciels qui ne sont pas utilisés. D'avoir des équipes SI qui viennent, qui regardent un petit peu pour optimiser la machine.
Et puis effectivement après alléger tout ce qui est donné à l'intérieur. Là, tu réduis l'intensité. Là, on réduit effectivement l'intensité. Et puis un truc tout bête, je ne sais pas chez vous, quand vous sortez de la douche, si vous éteignez l'eau, mais c'est la même chose pour les équipements électriques, que ce soit chez vous ou au bureau, on débranche. Vous ne laissez pas l'eau couler chez vous après la douche, là vous ne laissez pas juste l'électricité continuer. Donc il faut tout débrancher, et de même tous les chargeurs qui restent connectés sans le device au bout, il faut les débrancher parce qu'ils continuent de le consommer, et en plus c'est vraiment très dangereux. Donc il faut débrancher tout ça, et en entreprise, dans les gros locaux, il y a des systèmes où on peut aller vers ça, et on constate pour les gens vraiment qui s'attellent au sujet une réduction de 30% de la consommation électrique du bâtiment. C'est énorme. Parfois, la multiprise est ton meilleur ami. Ah, la Avec multiprise. la petite lumière. Ah, Mais pour rebondir, je suis entièrement d'accord. Et quand on voit la quantité de matières premières et d'eau, en fait, parce qu'on parle beaucoup de CO2, mais dans la consommation pour fabriquer des devices, quand on voit en fait, c'est toutes les limites planétaires qu'on est en train d'exploser. Parce que je crois que j'avais fait la fresque du numérique, mais c'est 700 kilos, je crois, dont c'est 800 kilos. Ouais, 800 kilos plus 200. en 800 minerai, kilos en minerai, en C'est plusieurs 70 centaines de litres d'eau pour un Milliers. device. C'est 1,5 tonnes d'eau Donc, pour un ordinateur. Voilà, c'est énorme. Plusieurs milliers de litres d'eau. C'est énorme. Ouais, pendant le cycle Ça de- dépend tout dans énormément. le cycle de aussi. vie. Ça dépend aussi comment on Plusieurs comptabilise. milliers, plusieurs tonnes. Et donc, ouais, c'est 70 fou. matériaux dans un téléphone. 70 matériaux. D'ailleurs, vous l'avez vu, il est de plus en plus lourd, un téléphone. Je sais pas si... Et c'est pareil, hein, là je fais une petite digression sur les véhicules électriques, mais je pense qu'il faut aussi reposer la question, parce qu'on parle beaucoup de transition énergétique, de l'usage. Parce qu'une batterie pour un véhicule électrique, c'est 45 kg de nickel, c'est plusieurs kilos de cobalt, et ça fait plusieurs tonnes de minerais qui sont extraits. Pareil pour le lithium, c'est 40 kg de lithium. Donc on est vraiment sur des quantités de matière absolument terribles, Ouais. et ça demande aussi beaucoup d'énergie. Alors pour peu que l'énergie soit carbonée pour aller convertir tout ça, ça devient très compliqué. Et puis, sur ces minerais, si je peux ajouter, parce que là on est beaucoup sur l'empreinte environnementale, mais le numérique responsable c'est aussi une empreinte sociale et sociétale. Et derrière, qui extrait ces matériaux? J'espère que je vais glacer personne, mais c'est à peu près pareil dans toutes les industries. C'est des enfants. Des enfants qui meurent parfois sous les mines, notamment pour aller récolter le cobalt. Parce que les mines s'effondrent, travailler dans la mine c'est quand même dangereux. Il n'y a pas une industrie aujourd'hui qui peut vous garantir qu'il n'y a pas eu le travail d'un enfant qui a été impliqué dans leurs produits. Donc le numérique est très largement concerné pour tous ces métaux, ces minerais qui ont été extraits, souvent dans des pays du Sud, des fois dans des conditions qui s'apparentent à de l'esclavagisme moderne et qui impliquent de faire venir des enfants parce que les parents n'étant pas assez payés, il faut venir leurs enfants pour récolter plus. Alors peut-être juste parce que Alors, Eramet, on a quand même des acteurs qui sont complètement, responsables. Et voilà. donc c'est vrai que chez Eramet, on a une politique qui est très stricte là-dessus et qu'on travaille en parallèle, ça c'est avec le comité stratégique de filière mine et métallurgie, à mettre en place de la certification numérique sur les minerais de bout en bout. Pour prouver justement, comme on a la traçabilité du poulet chez Carrefour, en gros, prouver qu'on a respecté toutes les normes environnementales et c'est sociales. extrêmement difficile en fait de remonter jusqu'à tous ces fournisseurs. On est à des niveaux qui sont vraiment pour les industries très très complexes. Les chaînes logistiques sont très complexes. Patrick, tu veux prendre les questions de la salle? Oui, et bah, voir. Donc on va ouvrir les questions. Est-ce que quelqu'un Vous parliez du problème de la batterie électrique dans les voitures. Globalement, sur l'impact global réel sur l'environnement, il vaut mieux une voiture électrique ou... Je ne sais pas si je suis le meilleur pour répondre. Je crois qu'il y a plein d'analyses en plus qui s'opposent. C'est vrai qu'il faut regarder tout le cycle de vie, la capacité qu'on a aussi à pouvoir recycler les batteries. Et c'est pour ça que nous, chez Eramet, on travaille justement au recyclage et à la conception de batteries qui, by design, sont designées pour permettre de récupérer facilement les métaux. Parce que quand vous broyez une batterie de véhicule électrique aujourd'hui, ça fait ce qu'on appelle de la black mass. Donc c'est un mélange absolument infâme qu'il faut traiter chimiquement. Donc c'est peut-être encore pire que le minerai en termes de consommation d'énergie. Donc c'est toutes ces filières-là qu'il faut mettre en place. Et puis surtout, ce qu'il faut regarder, c'est la source d'énergie qui permet de recharger les batteries. Est-ce que c'est une source carbonée ou décarbonée ? Est-ce qu'il y a eu un calcul En fait, le seul consensus, c'est le poids. En fait, le bon critère aujourd'hui, c'est plus c'est léger, mieux c'est.
Et c'est tout le problème aujourd'hui du positionnement premium de tout un tas de constructeurs sur ce que tu évoquais, Oui, les SUV. Les SUV globalement, un électriques. SUV électrique, ça n'a pas de sens, c'est très lourd à transporter. Et c'est encore un sujet de sobriété. Posez-vous la question de est-ce que je dois vraiment renouveler mon véhicule? Si oui, où est-ce que j'habite? Si j'habite à Paris, effectivement, ce sera mieux d'aller vers l'électrique, mais vers une voiture légère. Et effectivement, ça réduira l'impact. Quand on habite en région et qu'on parcourt des grandes distances avec assez peu de densité de trafic, ça ne change pas grand-chose. C'est une très bonne question à se poser. Et voilà, Ça change quand même le poids. Enfin, le poids matière, tu parlais en... si tu regardes en ACV, sur tout le fait de produire la voiture. Ouais, mais ça coûte, ça tombe quand même. Enfin, même un gros SUV au fin fond de la Creuse, ça aurait quand même un poids largement supérieur. Oui, il y a un poids, mais en fait, ce qui compte, c'est la densification en fait, à un endroit des gaz à effet de serre. C'est ce que je voulais dire. Mais sur la partie matière, voilà. D'accord. J'ai rajouté sur la partie matière. Mais c'est vrai que les pubs SUV 0 CO2, ça fait très très mal. J'ai une autre question, après je vous laisse tranquille. Là, je suis dans une boîte où il y a plein de gens qui se plaignent, surtout des jeunes, des visios. En fait, c'est une boîte où il y a beaucoup de télétravail. Et beaucoup de gens ne veulent pas allumer la caméra. J'ai demandé pourquoi. Et l'argument principal après un sondage, c'était le bilan carbone, ça coûte super cher d'allumer les caméras. Donc c'est peut-être une fausse excuse. Voilà. Pareil, est-ce qu'il y a eu des études sur l'impact réel, la balance positive-négative de la pression du télétravail sur le numérique? Moi, de mon côté, j'ai eu un témoignage de Côme Perper, qui est le Chief Sustainability Officer de Microsoft, et qui dit que la vidéo, ça n'a pas d'impact. En même temps, il est patron de Teams quelque part derrière, donc ça va arranger. Voilà, je veux dire ça, voilà. Et si ça vous intéresse, cette partie UCAS, en fait, vendredi, je suis dans une autre table ronde où on va parler de l'impact des outils. Là, ce sera avec Cisco et Cisco WebEx, l'outil WebEx. Eux, leur approche, ça les sert aussi, c'est de dire que quand on ne sait pas déplacer, ça reste moins énergivore, même en branchant sa caméra, de ne pas se déplacer, même de prendre son train de banlieue pour aller au travail, que de rester chez soi avec son ordinateur. Après, pour tout ce qui est relations humaines, je vous laisse y réfléchir. Il disait qu'en termes d'optimisation, il vaut mieux avoir une caméra déportée de l'ordinateur pour prolonger la durée de vie du matériel. Voilà, j'ai rien de scientifique. L'ADEME, il y a une étude de l'ADEME là-dessus, Nasser, si tu veux, sur justement, parce que pendant le confinement, ils ont été posé la question, et si tu vas sur leur site, on pourra peut-être le transmettre, il y a une étude vraiment en analyse du cycle de vie qui montre que oui, il n'y a pas photo, le télétravail est réduit, mais qu'après, ça peut engendrer des effets matière. Sur le gaz à effet de serre, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, il y a un problème sur l'effet matière, parce que tout le monde veut un deuxième écran, un écran plus grand, un machin, un truc. Donc ils avaient quand même quantifié, le gain est net, mais c'est en tout cas en France, avec le mix énergétique français, on se chauffe plus quand on est en télétravail pendant l'hiver. Donc il y a tout un tas de trucs, ils avaient bien fait le boulot. Voilà. Et sur la question de la voiture électrique, tu as l'excellente vidéo du réveilleur qui avait analysé, pareil qu'on pourra sûrement mettre, qui est, moi je trouve la plus pédagogique, elle dure 1h30 parce qu'il va au fond des choses sur la question, ça dépend de votre utilisation, ça dépend du mix énergétique du pays, ça dépend de ci, ça dépend de ça, avec toutes les données des sources scientifiques, et justement ça dépend parce que dans le bordel systémique dans lequel on est, en fait la bonne réponse souvent c'est ça dépend, et retroussons-nous les manches et analysons les choses plutôt que de croire qu'il y a une solution facile. Pardon. Et c'est pour ça qu'il faut analyser aussi l'usage qu'on en fait et les alternatives possibles. Parce qu'effectivement, alors nous chez Eramet, on a des sites un peu partout dans le monde, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une visio que d'aller voyager 2 jours au Gabon, en Indonésie pour voir les gens. Bon, on peut peut-être s'affranchir de ça. Et après, on peut allumer la caméra au début de la réunion et puis l'éteindre une fois qu'on s'est tous vus et dit bonjour. Oui, parfois on utilise la visio alors qu'on aurait pris le téléphone pour s'appeler. Donc, oui, aussi. On peut aussi juste ne pas prendre l'ordinateur et s'appeler au téléphone. Et faire même des walking meetings. Ça permet de sortir de chez soi et de faire un peu d'exercice. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. J'avais 2 questions. Est-ce que vous avez des retours sur tout ce qui est GreenOps? Et deuxième question sur... donc on parle beaucoup de réduction, mais aussi la question de mutualisation. Et dans les projets data, on parle des data mesh, donc des architectures décentralisées, où on mutualise avec une architecture transverse
Donc il y a de la redondance, mais ça va avoir aussi de la valeur pour réduire l'empreinte éventuellement. Est-ce que vous avez des retours Alors moi je pourrais répondre un peu plus sur la partie GreenOps. Effectivement il y a beaucoup de solutions qui permettent d'aller mesurer et améliorer l'empreinte, que ce soit sur le parc IT, sur l'optimisation des data centers, des serveurs et des services numériques. Les GreenOps elles ont aussi une empreinte. Donc tout dépend comment c'est fait, parce qu'effectivement elles servent un discours qui est celui vers lequel on veut tous tendre, mais à force de multiplier les outils, c'est des outils qui vont chercher de la data. Il faut savoir comment c'est fait, et c'est effectivement, on a quand même voilà, un peu des questions parfois sur... c'est toujours l'effet pervers, on se pose une question, et puis on rentre dans cette démarche, et on ne voit pas bien l'impact. Il y a quelques articles que je pourrais peut-être aller rechercher et retransmettre et qui creusent ces sujets de plus en plus. Notamment, voilà, tout ce qui est SaaS, ça consomme quand même. Donc, je sais que par exemple chez Frugger, on ne lançait pas des analyses, enfin l'analyse n'était pas en temps réel, elle était une fois tous les 15 jours ou tous les mois selon le moment où le client souhaitait faire son analyse. Donc il n'avait pas accès en temps réel à suivre à la minute près sa consommation, il le faisait de manière responsable et conscientisée. Oui, alors nous, côté GreenOps, on a nos data scientists qui ont commencé à revoir aussi tout le code et voir comment est-ce qu'on peut coder différemment de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et je crois qu'ils arrivent, dans certains cas, des économies de 30% en termes de consommation d'énergie. Ouais, après, effectivement, il y a l'optimisation des services existants et il y a la conception des nouveaux. Et donc là, il faut entrer dans la démarche éco-conception qui, pour le coup, est très vertueuse à partir du moment où on se pose la question. Et c'est vrai que là, pour rebondir sur le fait qu'on soit chez Maria School, la formation et la sensibilisation des gens, des personnes, des codeurs, de tout le monde est clé. Parce que pour beaucoup, quand je repense à ce qu'on faisait il y a 5 ans, c'était pas un sujet en fait. On était dans l'inflation de faire du code de la donnée et puis d'aller plus vite. Et même avant le code, tout ce qui est architecture SI, même au niveau des CPO, en fait, si vous discutez avec un CTO, par exemple avec toi ou avec vous, il va vous dire non mais c'est bien gentil de me dire qu'il faut que j'optimise mon code, mais avant, en fait, il y a un CPO qui m'a demandé de faire quelque chose, et moi je ne peux pas optimiser à ce point-là. Et puis si on parle d'accessibilité numérique, qui est un sujet qu'on n'a pas pour l'instant abordé, arriver à rendre un site accessible en termes d'inclusion de populations qui ont des déficiences visuelles, cognitives, etc., on vous répond, mais t'es bien gentil encore une fois, mais je ne peux pas à la fois travailler sur mon site web pour une déficience auditive et visuelle, parce que c'est parfois antinomique. Donc qui est-ce que je privilégie ? Donc ça va parfois au-delà encore du code et encore bien avant la conception. Le développement de comportements, de produits, de services, d'entreprises plus responsables, ça passe forcément par une prise de conscience. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que cette prise de conscience, j'ai l'impression, les 3 quarts du temps, se heurte juste à la réalité économique. Ah bah oui, tout le monde a conscience, oui mais, et elle est vraie ou pas vraie, peu importe, mais ah oui mais ça coûte cher. Ah oui mais ça va nous faire perdre X points de conversion. La publicité par exemple, ah oui mais si je ne fais pas de refresh de ma page, j'ai moins de pages avec pub, donc j'ai moins d'impression, donc j'ai moins d'argent. J'ai le sentiment que si on veut que ça se développe finalement, alors il y a tous les petits gestes qu'on peut faire nous au quotidien, les décisions qu'on peut prendre dans nos entreprises, voilà. Mais ça passe aussi par le légal, j'ai l'impression, et par des règlements, des lois pour forcer les entreprises, comme ça a été le cas par exemple sur l'accessibilité. On en est où de ce sujet-là, d'un point de vue politique, sur fixer des normes sur le numérique indispensable? Est-ce qu'il y a des discussions? Alors, le numérique, à part l'accessibilité, il n'y a pas grand-chose. Et en plus, la sanction n'est pas élevée, c'est 20 000 €. Et pour avoir travaillé avec des grands groupes, notamment dans les télécoms, ils savent qu'ils ne sont pas accessibles. C'est pas qu'ils s'en fichent, mais ils ont encore une fois d'autres sujets à tacler. Donc ils ont travaillé un petit peu quand même dessus. Mais voilà, pas vu, pas pris, ils ne sont pas allés chercher plus loin. Donc on n'en est pas encore au niveau d'avoir un auditeur qui vient officialiser et qui vient contrôler ces sujets, par exemple d'accessibilité. Donc du coup, il n'y a pas de sanction. Si on fait le parallèle avec ce qui s'est passé avec la RGPD, au début la RGPD, oui, bon,
Après, il y a la CNIL qui est arrivée, puis il a dit, en fait, au niveau du chiffre d'affaires, on va venir taxer. Là, ça pique un petit peu plus. Il n'y a pas énormément, je trouve, de sanctions, mais c'est un niveau un peu plus dont ça fait partie du numérique responsable aussi, la protection des données. Pour moi, c'est le niveau le plus avancé aujourd'hui en termes de réglementation autour du numérique responsable. Et bon, voilà, l'accessibilité, c'est pas dissuasif. Après, on rentre quand même dans le cadre aussi de tout ce qui est loi AGEC, avec la réparabilité, la durabilité, le recyclage des déchets électriques et électroniques, des équipements électriques et électroniques. Donc ça, c'est pareil, c'est réglementé. Et les entreprises doivent faire collecter leurs équipements. Elles ne peuvent pas les laisser comme ça à la déchetterie. Et les fabricants doivent s'assurer que leurs produits sont collectés aussi. Donc ils essayent à ce niveau-là. Et si on prend par rapport à l'État, ils ont un objectif pour les collectivités territoriales. Ils ont imposé que 30% du matériel acheté soit du matériel reconditionné. Aujourd'hui, ils en sont qu'à 20%. Donc voilà, même à ce niveau-là, on n'y est pas encore. Et il peut y avoir un petit effet pervers de « Oh, je vais renouveler mon matériel, tiens, allez, bon, je vais faire un petit reconditionné ». Toujours un effet pervers. Les réglementations, elles poussent beaucoup au niveau européen, au niveau du Green Deal, du pacte vert, elles font beaucoup. Et pour moi, elles vont à un moment donné arriver en resserré sur le numérique. On a la CSRD qui est arrivée cette année. Avant, on était limité, c'était les entreprises de plus de 500 salariés qui devaient faire leur bilan carbone. Maintenant, ça va être quand même les PME aussi. Et elles doivent engager ce bilan carbone. Et la bonne nouvelle, c'est que pour faire un bilan carbone, on a un peu besoin des équipes digitales aussi. Et que le numérique, quand on se dit, tiens, il a une empreinte, tous les métiers doivent contribuer. Et donc, on va arriver en resserré sur le numérique. Et donc, à un moment donné, je pense que ça va légiférer. Parce qu'on va se rendre compte que c'est un sujet facile facile, tout dépend comment on se passe, mais on peut quand même avoir un sujet plus facile que d'autres à mesurer en termes de récolte de données. C'est plus facile de mesurer son empreinte du numérique et de la réduire. Et donc, pourquoi pas commencer directement là-dessus. Donc, à mon avis, à un moment donné, la réglementation va s'en mêler. Il y a des comités au niveau gouvernemental avec des conseils du numérique. Ils sont en train de pousser. Ils s'invitent notamment à la French Tech Corporate Community. Bon, c'est un peu les signaux faibles. Si je peux juste compléter, quand même, il y a la loi Rennes qu'il faut, et la loi Rennes, évoquer. évidemment. Il y a deux choses. Peut-être un truc là pour les personnes de l'IT, l'enjeu du scope 3 qui est évoqué, il est super important parce qu'en fait, grosso modo, quand vous allez devoir fabriquer votre scope 3, et donc maintenant avec toutes les pénalités au niveau européen, donc là ils rigolent beaucoup moins effectivement, mais en France c'est obligatoire, il y a moins de 10% des boîtes qui devraient faire leur bilan carbone et publier qu'ils l'ont fait. Et le ministère de l'économie est dans de la pédagogie active. En clair, ils vous disent rien et circuler, il n'y a rien à voir. L'Europe, c'est pas trop comme ça qu'il fonctionne, et comme tu disais, c'est des pourcentages de chiffre d'affaires et ça va tabasser. Mais ce qui est très intéressant pour des DSI, c'est qu'en fait, la RSE, elle ne connaît pas le métier de l'IT, d'accord? Donc eux, c'est très simple, ils n'ont que deux choix. Soit les équipes IT, produits, etc. se saisissent du sujet, ça c'est bien, soit ils ne s'en saisissent pas. S'ils ne s'en saisissent pas, c'est pas compliqué, c'est quoi le budget? Facteur d'émission standard de l'IT, donc on multiplie votre budget par facteur d'émission CO2, enfin CO2 équivalent pour votre pays donné, pour les équipements donnés, c'est tout. Et c'est comme ça que va être calculé votre bilan carbone. Quand on va rentrer dans les objectifs de réduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire votre carbone égale votre budget. Donc en fait, après les RSE vont commencer à arriver en disant, si vous voulez réduire votre bilan carbone, vu que vous ne vous êtes pas saisi du sujet, il faut baisser de 10% votre budget. Généralement, ce n'est pas le genre de truc qui est super bien apprécié. Et donc là, tout de suite, on se réveille en disant non, mais attendez, c'est calculé n'importe comment votre truc. Donc c'est très important que les équipes IT au sens large, un produit, s'en saisissent. Parce que sinon, dans 2-3 ans, ça sera, de toute façon, on baisse le carbone, c'est des euros en moins, point barre. Ce qui n'est pas vrai, enfin, on peut faire les choses différentes. Non, mais il veut poser une question depuis tout à Oui, l'heure. et il y a la dame aussi. Non? Comme vous voulez. Non, vas-y. Peut-être une remarque. Il y a en France un outil merveilleux qui s'appelle le devoir de vigilance. Du coup, si jamais les télécoms ne mettent pas en place dans leur plan de vigilance une identification du risque numérique qui devrait être important, par exemple pour les télécoms, vous pouvez être invité à être le premier particulier à faire une action contre un télécom pour lui demander une mise à jour de son plan de vigilance. Et ça empêchera les ONG de faire de la merde au niveau de ce droit très très beau qui est le devoir de vigilance. Donc je vous invite à aller demander à SFR et aux autres
de modifier leur plan de vigilance en intégrant les risques numériques et vous changerez le monde à vous tout seul. J'ai 2 questions. La première où je rebondirai peut-être sur le data mesh, et la deuxième plus au niveau des méthodologies de calcul, notamment pour le carbone, etc. Au niveau de la question du data mesh, derrière il y a toute la question en fait, de l'accessibilité de la donnée et de l'utilisation business de la donnée. Vous avez tout à l'heure parlé par exemple pour les drones d'une collecte de la donnée allant des niveaux tétra, donc très très importante, mais avec aucune utilisation business finalement. À quel moment cet équilibre entre la collecte de la data et son utilisation business, vous y voyez finalement un équilibre qui doit être assuré pour avoir quelque chose de durable. Donc ça, c'est peut-être plus pour Eramet. Voilà. Et le deuxième point, du coup, pour la deuxième personne, vous avez commencé votre présentation en annonçant de manière claire et très normale qu'un SUV avec un score A, c'est complètement aberrant. Néanmoins, depuis tout à l'heure, on parle de scoring de carbone, on parle d'analyse de cycle de vie, on parle d'un ensemble de méthodologies qui, elles, ne sont pas nécessairement surveillées et pour lesquelles, personnellement, je n'ai aucune confiance non plus. Et du coup, à quel moment, jusqu'à la dernière remarque qui est de dire vous avez un budget et un certain nombre de carbone qui est alloué, à quel moment la confiance est-elle possible dans le monde du numérique pour s'appuyer sur de telles méthodologies de travail? Voilà mes 2 questions. Ok, alors là, pour la première, j'ai pas dit qu'il n'y avait aucune utilisation business. La question, c'est le rationnel, voilà, trouver le bon équilibre. Et on était un peu trop parti, parce que c'était aussi l'époque, je pense, quand on, en 2018-19, sur on récupère massivement des données, et plus on aura de données, plus on sera efficace dans leur traitement et dans notre capacité d'optimisation. En fait, c'est pas vrai. Comment ? Tout ce qui est data lake. Tout ce qui est data lake, voilà. Et donc, on l'a pris beaucoup plus. Alors, nous, on l'avait déjà pris plutôt par le cas d'usage que dire on a plein de données et puis on verra bien ce qu'on en fait. Mais même dans les cas d'usage qu'on avait identifiés, dans les données qu'on a récoltées, moi, la question que j'avais à ce moment-là, c'était est-ce qu'il faut en faire plus, est-ce qu'il faut en faire moins? Donc, on a posé la question à la fois de l'usage et de l'impact qu'avait cet usage. Et ça permet comme ça de trancher. Enfin, ça nous a permis de trancher. Après, on est sur des applications qui sont très industrielles et pour lesquelles, je pense, on a un véritable impact en utilisant cette donnée. Il faut regarder aussi ce que ça permet d'induire en termes de déplacement en moins, en termes de prise de décision qui va permettre d'optimiser, par exemple, un plan minier et donc de produire mieux en extrayant moins. Voilà, je pense que dans le B2C ou peut-être dans le monde de la publicité, c'est peut-être un peu différent. Et on n'aurait pas forcément exactement les mêmes approches. Mais par contre, on a réfléchi ensemble avec tous les grands groupes qui étaient dans le groupe de travail French Tech Corporate Community à comment est-ce qu'on arrive quelque part à avoir des ordres de grandeur. Et on le fait vraiment en toute humilité parce qu'on sait à quel point c'est difficile. Enfin, vous l'avez dit, c'est la réponse suivante. Et trouver des ordres de grandeur pour se dire vers où on va et essayer d'optimiser l'usage. Et que ce soit pour du B2B, B2C ou du B2C. Mais bon, c'est pas simple d'arriver à trouver des méthodologies communes et se mettre d'accord. Et alors, si en plus on réfléchit entre Europe versus Afrique versus Indonésie ou Argentine, c'est encore un niveau de complexité supplémentaire. Quelle transition sur la partie méthode. Merci beaucoup pour la question. C'est un vrai sujet. Et en fait, derrière, il faut se poser la question de quels sont les référentiels qui ont été utilisés. Donc les boîtes, il ne faut pas qu'elles se créent leurs propres calculs, parce que sinon elles vont être accusées d'être jugées parties. Donc derrière tout ce qui est mesure, on a des référentiels, on a le RGESN qui va nous accompagner sur l'éco-conception, on a les chiffres de l'ADEME, on a derrière tout un tas de référentiels qui vont venir soutenir la stratégie. Si on fait sa propre mesure en tant qu'entreprise dans ce point, en disant bah tiens je prends telle base de données puis je vais faire mon truc, etc. C'est sûr que on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Donc pour moi il faut vraiment un acteur externe qui est basé sa mesure avec des référentiels validés, notamment avec l'INR, Institut du numérique responsable, et qui a des choses effectivement solides derrière, parce que sinon effectivement on peut dire tout et n'importe quoi aux chiffres. Sur le calcul des voitures, elles ont certainement un référentiel très valable. La seule chose, c'est que derrière, on est là, on traverse des forêts, c'est magnifique, on est dans l'univers du greenwashing. Donc la question de la sincérité
Et la transparence avec laquelle on fait ces calculs et on s'exprime sur des sujets de numérique responsable ou autres, elle est vraiment clé. De dire comment je le fais avec des scientifiques, je le fais avec des chercheurs derrière qui viennent revalider tous ces référentiels-là, parce que sinon, effectivement, on va pouvoir dire ce qu'on veut, et là, c'est dramatique. Donc, comment faire confiance? Oui, je vous invite à bien creuser chaque démarche. Open source et open data. Voilà. La personne derrière, en fait, avait levé la main depuis. Oui, je suis sociologue du travail des organisations. Je suis en train de développer aujourd'hui un programme de recherche qui réfléchit sur le quotidien de travail et qui inclut donc les impacts du numérique, mais aussi les l'usage des infrastructures, les déplacements et l'alimentation. On essaie de s'appuyer sur différentes directions parce que ça doit être un sujet qui doit être pris globalement. J'entends beaucoup parler d'efficacité énergétique, de manière de réfléchir, etc. Aujourd'hui, dans les grandes organisations, quels sont vos principaux alliés en termes d'autres directions avec lesquelles vous travaillez pour essayer d'engager des actions de grande ampleur sur différents sujets? Est-ce que c'est les directions achats? Est-ce que c'est les directions RSE? Alors, de mon point de vue, c'est un peu tout, parce que tout le monde a mesuré un peu l'urgence, et puis il y a tous les cadres réglementaires avec la CSRD, etc., qui font que ça bouge. Avec la direction achat, bien sûr, pour se sourcer sur le hardware, et puis se poser la question avec l'IT de la durée de vie des équipements. Avec la direction RSE, bien sûr, puisque dans le numérique responsable, il y a aussi comment le numérique peut nous aider à être plus responsables. C'est les exemples que je donnais tout à l'heure. Donc, c'est intégrer aussi l'usage du numérique et de la donnée pour être plus responsable et plus transparent. On parlait de la traçabilité des métaux. On a aussi besoin du numérique pour assurer une certification de la traçabilité de ces métaux sur toute la chaîne de valeur. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, à peu près toutes les directions opérationnelles, bien sûr, sur l'usage du numérique pour être plus efficace opérationnellement. Donc, toutes les directions, je trouve, ont bien pris conscience de l'impact que pouvait avoir le numérique. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'industrie, ça peut être parfois vu comme l'épaisseur du trait. Et donc, même si c'est très important, ça peut passer en second plan. Donc, le gros travail qu'on a actuellement, c'est de s'assurer qu'on a bien intégré un plan dans chaque direction. Et comment c'est déployé, du coup, en interne? Pardon, j'ai un peu sauté pour... C'est-à-dire comment c'est déployé? Ce plan, comment vous êtes une énorme entreprise, vous l'avez dit, oui. Vous avez des sites un peu de partout. Comment vous déployez d'un point de vue unilatéral mais harmonisé l'ensemble de la direction et des différents plans, des KPI, comment vous remontez l'information? Est-ce que ça se passe par des Excel qui font que des allers-retours? Est-ce que vous avez un outil en interne, etc. Non, c'est les problématiques de data gouvernance, globalement, c'est comment est-ce qu'effectivement on arrive à faire circuler la donnée. Ce qu'on a créé chez Hermet pendant 5 ans, c'est une direction de transfo digital qui accompagnait les autres directions dans leur feuille de route et qui consolidait une feuille de route globale de transformation digitale, tout en sachant qu'après, on a des plans de transfo digital qui intègrent le numérique responsable dans chaque grande direction et qui après se décline dans les business units, où on avait aussi des responsables de transformation digitale qui suivaient ça. Donc on faisait, c'est pareil, par cycle, Donc, en gros, voilà, top-down, bottom-up avec des allers-retours. Et Émilie, tu veux compléter sur les alliés, les directions alliées? Oui, il faut trouver des copains, ça c'est sûr. Dans le domaine de la RSE, il faut se faire des amis, il faut trouver les sponsors qui vont aider à porter les projets. Donc ça c'est de manière générale. Et sur le numérique, ça va être les responsables marketing, digital, communication, qui se servent de ces outils-là au quotidien et qui, s'ils ont une petite conscience à un moment donné qui arrive, ils vont vouloir s'en occuper. Et puis les DSI, les CTO, ou les responsables au niveau data ou digital. Pour le numérique, ça se limite quand même à ça, mais pour la RSE de manière générale, il y a toujours, surtout dans les grands groupes, il y a toujours un collaborateur qui va y être sensible et qui voudra venir aider la direction RSE. C'est pour ça que vraiment sensibiliser, former, je pense qu'il faut vraiment le refaire par plusieurs cycles pour que... Et après, la direction financière, elle peut avoir aussi un intérêt, la direction des achats. C'est ma meilleure copine au début. Ouais.
Oui. Tu démarres avec la direction financière, Voilà, on dit on exactement. réduit les coûts, et puis après ils ont pris le toit dedans, ils peuvent plus. C'est ça. Ah, j'aurais jamais dû signer. C'est ça, exactement. Alors, on va prendre peut-être une dernière question, puis après ne vous inquiétez pas, on va continuer autour d'un verre. Oui, merci. Un DSI aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de l'impact à l'origine sur la partie sociale dans les pays, donc contre l'esclavagisme moderne de leur pays. Mais comment un DSI aujourd'hui en France peut avoir un impact social localement et avec qui il doit travailler dans l'entreprise pour faire ça? Justement, toujours dans les interrelations, là, comment ça se passe chez les choses et vous, quel est le mapping des choses qu'on peut avoir côté social à l'échelle numérique dans l'entreprise? C'est une bonne question. On peut travailler par exemple avec des entreprises dans le reconditionné qui ne soient pas un back market par exemple, et aller localement les chercher. Je pense à Ecoder notamment qui recycle le matériel informatique et qui peut du coup fournir les équipements ou recycler vos équipements et les reconditionner. Et eux, ils sont ESAT aussi, hein, donc ils ont des travailleurs sociaux et ils réinsèrent des gens. Je suis allée, vous pouvez aller d'ailleurs, ils sont dans le 18e, à la porte de Saint-Ouen, et on peut aller visiter la façon dont ils travaillent et comment ils collaborent dans leurs différents ateliers de repositionnement. Et c'est absolument passionnant. Et là, il y a une vraie vocation sociale, et puis ils sont très contents parce qu'ils ont un job. Et ça va vraiment de je prends la machine, je la clean au niveau logiciel, je change les composants, esthétiquement je la refais toute jolie et je la conditionne avec un packaging qui va être aussi optimisé, où là ils ont des partenariats avec d'autres et tout ça va se faire en local. Donc c'est vrai que c'est un très bon réflexe de se poser la question du local, qui autour de moi peut m'aider dans ma démarche numérique responsable. Et effectivement... C'est-à-dire que là pour le coup, vous parlez à l'entrée pour le reconditionner, à la sortie pour la partie recyclage. Oui. Mais du coup, et à part ça, c'est quoi les autres leviers qu'on a pour le volet social dans le numérique? Alors on a social ou sociétal, je ne sais Oui. pas si votre question rejoint aussi Oui. sociétal, et on n'en a effectivement pas parlé. Le sociétal, ça va être tout ce qui est économie de l'attention, dark patterns, donc l'économie de l'attention, le scroll infini, hein, le monsieur qui a inventé ça est au bord du suicide, hein, parce que ça nous bouffe du temps de vie, hein, littéralement, parce qu'on ne sait pas s'arrêter. Donc ça, c'est des comportements qui vont se retrouver beaucoup chez les sites d'éditeurs, les grands médias, etc., où il faudrait... là, insuffler quelque chose de différent. Ils sont dans la course, on en a parlé tout à l'heure, la course au chiffre d'affaires, à la croissance, il faut nourrir la bête, donc comment on fait? Et malheureusement, on est encore dépendant de ces modèles-là, de publicité, d'économie de l'attention, de dark patterns, qui sont, je vous demande de la data alors que vous n'aviez pas vraiment prévu de me la donner. Et donc c'est ça aussi l'impact sociétal qui va se retrouver derrière. Et puis nous, on a peut-être une facilité aussi dans nos usages du numérique. Et c'est aussi pour ça souvent qu'on parle d'éco-conception dans les services, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise. 40% de la population française n'est pas à l'aise dans ces usages digitaux. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire. Donc on peut aussi s'impliquer pour former autour de soi sur des démarches même administratives. Vous prenez les jeunes aujourd'hui, à TikTok, ça ils y vont à fond. Par contre, remplir un formulaire de démarche administrative en ligne, là, ça devient plus compliqué. Donc culturellement, on a aussi un vrai sujet autour de ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Ce qui m'intéresserait, est-ce que vous avez, en tout cas, on pourra en parler après, est-ce que vous avez une source où vous pourrez trouver un mapping de tous les possibilités de ces enjeux sociétaux pour un DSI? C'est-à-dire oui. Quand je vous entends, j'entends à la fois la partie DSI, enfin les achats, mais aussi derrière la RH pour la formation, pour l'intégration, pour les usages. Oui. Je ne sais pas encore. Voilà. J'aimerais bien trouver quelque chose avec extrêmement Ramala. 360 sur les enjeux sociétaux. Alors, petit mot pour conclure et avant de faire un tonnerre d'applaudissements à nos trois intervenants. Il y a deux points importants que j'aimerais noter pour cette conclusion. Le premier, c'est que, vous l'avez vu, il y a eu des discussions, il y a eu des désaccords, parce qu'en fait, il n'y a pas toujours de vérité. Et c'est hyper important, du coup, qu'on accepte et qu'on fasse preuve d'humilité, et du coup, d'écouter l'autre, de comprendre les enjeux et de toujours se dire que c'est pas simple, et qu'en fait, il faut absolument comprendre la démarche scientifique, analytique, théorique à avoir derrière, parce qu'il n'y a pas une bonne réponse. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point que je trouve super important,
c'est de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de question d'engagement personnel. Il faut y aller, on n'a plus le choix, et il faut monter en compétences. Voilà. Donc il n'y a plus de qui a envie, c'est on va tous devoir y aller, tous les collaborateurs de l'entreprise vont devoir y passer dans toutes les directions de métier. Donc certes, il faut trouver l'ambassadeur qui va nous aider, le copain qui va donner le coup de pouce, etc. Mais en fait, on va quand même tous devoir y aller. Et c'est pas qu'une question d'engagement perso, c'est une question sincèrement de formation, de montée en compétences. Et il faut arrêter de bluffer. Il y a un moment où il va falloir apprendre, il va falloir comprendre, parce qu'on le voit, les réponses, elles sont pas évidentes. Et donc pour pouvoir communiquer avec les autres directions, avec les autres métiers, et être un vrai partenaire business sur ces enjeux, il faut forcément monter en compétences et se former. Voilà. Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup.